Philippe Le Guillou, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui est un récit aux éditions Gallimard, un livre qui a pour titre Géographie de la mémoire. Je vous présente, pour ceux qui auraient le malheur de ne pas vous connaître, vous êtes romancier essayiste, vous avez publié entre autres Les 7 noms du peintre, Prix Médicis il y a de cela quelques années, Les mariés de Faon, Les fleurs de tempête, Le bateau brume, L'intimité de la rivière, Le pont des anges, Les années insulaires et Le pape de surprise. Mais beaucoup d'autres livres aussi. Vous aimez l'art, les récits, vous aimez la Bretagne, on va en reparler dans un instant. Vous avez une bibliographie conséquente, vous êtes un écrivain à temps plein et un grand écrivain, et de mon point de vue, l'un des meilleurs écrivains français de ce temps. Voilà, donc je le dis pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Ce nouveau livre, alors vous êtes très jeune, et c'est un peu une... Disons, ça se présente un petit peu comme une biographie, curieusement. C'était le temps pour vous je sais pas, de tirer un certain nombre de conclusions sur votre très brève échéance, jusqu'ici. Je pense, si vous voulez, que la cinquantaine passée, tout être, tout homme se repenche sur son passé. Et j'avais un peu le désir de faire un peu le point et de raconter un certain nombre d'événements, de rencontres en particulier qui ont compté pour moi. Et donc effectivement, le livre, c'est un peu une autobiographie. Mais je ne voulais pas en même temps uniquement opérer à la manière un petit peu des autobiographies ordinaires, c'est-à-dire mettre des dates après des dates, des événements après des événements. Et je me suis dit qu'une autre manière de se raconter pouvait être de partir des paysages. Moi, j'ai une passion pour les paysages. Le génie des lieux compte énormément pour moi. Je sais particulièrement, dès que je suis dans un endroit, que ce soit d'ailleurs en France, à l'étranger, peu importe, je suis extrêmement sensible aux lieux et aux ondes, quelque sorte, qui émanent de ce lieu, et je sais si je vais l'aimer ou pas. Et là, j'ai repris tous les lieux qui ont compté pour moi, c'est-à-dire à la fois une géographie qui va partir évidemment du fond de la rade de Brest, mon village natal, le Fou, pour aller jusqu'à Paris, où je réside maintenant depuis une vingtaine d'années, en passant par les bords de Loire, Julien Gracq, que j'ai beaucoup visité là-bas au bord de Loire, mais également Rennes, qui a été aussi un moment important dans mon existence, et puis d'autres lieux que les lecteurs de mes romans connaissent, d'autres latitudes, d'autres géographies. Je pense en particulier à l'Irlande et à Rome, qui sont aussi des territoires qui sont extrêmement importants pour moi. Donc voilà, une autobiographie presque paysagère, c'est-à-dire les paysages, les lieux, plus que les dates, plus que finalement la scansion du temps qui passe. Et il faut dire que les lieux ne bougent pas tellement, ils sont toujours présents. Les lieux, fort heureusement, ne sont pas trop défigurés. Les êtres qui les ont habités parfois sont partis, ont disparu, mais justement lorsque l'on s'installe dans ces lieux, il y a une sorte d'imprégnation qui se fait presque d'osmose mystérieuse, un peu secrète, et pour qui sait regarder, pour qui sait écouter, pour qui sait se poser dans une époque qui se caractérise au contraire par la vitesse et la précipitation, mais la vitesse et la précipitation me sont totalement étrangères. Moi je crois encore à la déambulation gratuite, à la contemplation, à la remémoration, qui sont des valeurs importantes pour moi et je crois très présentes dans ce livre. Et quand je me pose au Fou, finalement mes grands-pères sont morts depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Lorsque je retourne à Saint-Florent-le-Vieil aussi, Julien Gracq n'est plus là depuis une dizaine d'années. Il me semble presque réentendre ces conversations, ces moments magiques que j'ai vécus avec tous ces êtres de façon extrêmement différente, parce qu'évidemment mes grands-pères et Julien Gracq étaient pratiquement de la même génération. Ils étaient nés dans les 10 premières années du XXe siècle. Je n'avais pas la même relation avec eux. Les grands-pères finalement m'ont ouvert les portes de l'imaginaire finistérien, de l'imaginaire breton. Julien Gracq, d'une certaine manière, m'a ouvert un petit peu les mystères du surréalisme et de la littérature. Mais je voulais, en même temps, dans ce livre, revenir vers ces figures essentielles. J'aime beaucoup, c'est le titre d'ailleurs d'un recueil, je crois, de René Char, Retour à Mont. Eh bien, Géographie de la mémoire pourrait avoir pour sous-titre Retour à Mont. On revient aux sources, on revient à l'origine, on se tourne vers finalement des êtres et des lieux qui ont été extrêmement importants dans une vie. Alors, vous évoquiez longuement à l'instant Julien Gracq, probablement l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle, mais il était accompagné de beaucoup d'autres que nous avons peut-être aussi mal lus et à qui nous n'avons pas su faire une place suffisante, comme Michel Mort ou notre ami Déon, qui est toujours parmi nous. Qui est toujours parmi nous, ou Dominique Fernandez, avec qui je conversais beaucoup à Rennes. Michel Mort, finalement, Patrick Grinville, bien entendu. Michel
Michel Mort, c'était pour moi c'est le premier écrivain que j'ai vu. Je suis très adolescent, je vis à Morlaix où sont mes parents, et je l'aperçois. Et son côté un peu officier anglais, cette élégance un peu intimidante, je le regarde, sans savoir que finalement, bien des années après, nous nous assiérions sur la même banquette chez Lippe pour évoquer des souvenirs de la NRF, sa rencontre avec Drieux-La Rochelle, toutes sortes de choses, etc., ou ses rencontres avec Faulkner. Donc j'ai beaucoup aimé aussi l'homme Michel Mort, et j'admire ses livres. Je tiens par exemple La prison maritime ou Les moyens du bord pour de grands livres, en regrettant d'ailleurs aujourd'hui que même chez des lecteurs bretons, par exemple, il n'occupe plus du tout la place qu'il devrait avoir. L'époque aussi, je disais, se précipite, elle est dans la précipitation, mais elle est aussi parfois oublieuse, amnésique. Et c'est un peu un livre qui est un remède justement contre l'oubli, contre l'amnésie. C'est une manière de fixer les choses, des stèles en même temps. Ségalen, autre auteur finistérien mort à Huelgoat, a écrit des stèles. Moi j'ai écrit des stèles à De Gaulle en mon temps. Ce sont un peu des stèles aussi finalement, ces géographies de la mémoire. Déon, bien sûr. Déon, bien sûr, parce que je le rencontre Pas forcément, d'ailleurs, l'Irlande, la Grèce. L'Irlande, la Grèce, mais plus pour moi l'Irlande, puisque c'est en Irlande que je le rencontre, dans un dîner absolument cocasse, dont je raconte finalement, parce que ce n'est pas en même temps, c'est pas un livre grave, c'est un livre à l'image de la vie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments de tension, des moments de reconnaissance, des moments de gratitude, mais il y a aussi des moments avec les saveurs, la drôlerie de la vie. Et Dieu sait finalement si Michel Déon, qui est un personnage incarné avec beaucoup d'humour, un humour parfois un peu rude, il dépeint tel qu'il est, et j'essaie justement de capter comme ça des moments, des lueurs dans un regard, comme aussi des lueurs d'ailleurs dans un paysage, dans les variations de la lumière sur un paysage. C'est un peu un livre aussi d'instants et de moments que ce livre. Vous évoquiez, je le disais tout à l'heure, enfin, vous l'avez dit vous-même, je vous ai, à ce moment-là, j'ai redit un certain nombre de choses ou dit un certain nombre de choses sur Julien Gracq. Comment était-il, puisque vous l'avez rencontré très souvent? Or, c'était un auteur très mystérieux. Nous n'avons aucune interview filmée, aucune interview radio de Julien Gracq, mais il acceptait de rencontrer des individus, des personnes, enfin, pas n'importe qui d'ailleurs, hein, oui. Mais à condition qu'il n'y ait pas de notes, pas de photos, rien. Tout lecteur qui, à la limite, frappait à la porte de la maison du grenier à sel, de la rue du Grenier à sel à Saint-Florent-le-Vieil, était reçu. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne fallait pas prendre de notes, il ne fallait pas sortir d'appareil photographique. Il détestait cela. Mais en même temps, moi, je l'avais longtemps imaginé aussi comme un ermite. Et d'ailleurs, du reste, lorsque je lui écris la première fois, après avoir publié, je crois, Le Dieu Noir en 1987, je n'imagine pas qu'il va m'ouvrir sa porte et qu'il va m'accueillir. Du reste, je ne le lui demande pas. C'est lui qui finalement, à un moment, va dire finalement, nous nous voyons, nous écrivons beaucoup, le moment est peut-être venu de se voir, et il a une formule d'ailleurs très belle en me disant: appelez-moi par le téléphone étant un outil et pas un lieu, et je vais l'appeler, et je suis très intimidé, parce que je l'ai rêvé comme un ermite, effectivement, comme quelqu'un de très inaccessible, de très secret, de très intimidant, et je le vois encore d'ailleurs rire. C'était le 2 février 1992, vous voyez, j'ai gardé un souvenir très précis même de la date de notre première rencontre, et je vais rencontrer un homme délicieux, extrêmement drôle, affable, beaucoup moins féroce d'ailleurs dans la conversation qu'il ne l'est lorsque l'on lit les carnets du Grand Chemin ou les lettrines. Un homme extrêmement cultivé, un homme extrêmement précis, c'est-à-dire que finalement j'ai eu la chance de le voir encore en 2007, en octobre, 2 mois avant sa mort. Il était capable par exemple de citer très précisément les Olympiques de Monterland et de se souvenir très précisément du nom des héroïnes, bien qu'il ait eu l'habitude de dire « Voyez-vous, je vieillis, les noms propres me fuient », alors que sa mémoire était absolument éblouissante. Pourquoi n'a-t-on pas lu suffisamment Julien Gracq? Parce qu'il n'a pas eu un énorme succès littéraire. Il n'a jamais. Enfin, ça n'a pas été l'auteur de best-sellers entre 1950 et 2000. Je pense qu'il a cherché d'une certaine manière, si vous voulez, parce que d'abord, finalement, lorsque dès 1950, il écrit La littérature à l'estomac pour dénoncer finalement les mœurs du système éditorial, ce qui va faire d'ailleurs que finalement l'Académie Goncourt, pour le piéger, va lui donner son prix. Et lui, pour être fidèle à ses valeurs, n'aura d'autres ressources et d'autres solutions que de refuser le prix. Ce qui fait qu'encore dans les années 90, à Saint-Florent-le-Vieil, quand il évoquait le début des années 50, il disait que c'était à l'époque du prix Goncourt refusé. Il avait presque mis un trait d'union, voyez-vous, entre Goncourt et refusé, comme s'il avait presque créé un syntagme. Donc il était contre tout, il était hostile à tout, tel que vous l'avez décrit, mais en même temps extrêmement attentif, curieux de tout. Il avait lu par exemple les derniers romans de Modiano, il était absolument au courant de tout, lisait la presse, il n'était pas du tout finalement un homme qui aurait été en train de redire ou de revivre la geste du surréalisme et de ses rencontres avec Breton. Il ne vivait pas 42 rue Fontaine. Il était complètement de son temps et très observateur de son époque. Mais en même temps aussi, ce qui donc, à mon avis, l'a mis à distance, c'est cette posture
un peu aristocratique, il faut bien le dire, et puis sa langue, son style, qui, malgré tout, sont quand même, et d'ailleurs c'était d'ailleurs une de ses angoisses à la fin de sa vie, un obstacle parfois pour des lecteurs d'aujourd'hui. Vous vivez à Paris aujourd'hui pendant très longtemps. Enfin, vous avez fait, vous étiez entre Paris, la Je Bretagne, suis mais encore un peu du reste. bon, oui, mais Oui, enfin, beaucoup Paris. beaucoup Paris. Euh, Et pas n'importe quel Paris, c'est-à-dire le Sentier, le cœur de Paris, le 2e arrondissement. Quand on est un provincial, ce que je suis, ce que je reste, quand on s'installe à Paris, me semble-t-il, il faut le cœur de Paris. Et c'est à partir de là que d'ailleurs c'est mon pas petit trop dur pour Pas- le breton, parce que Non, je sais que vous en parlez dans vos livres. Vous aimez les paysages, c'est une nature libre, vierge. Vous aimez beaucoup les Landes. mais je aussi, si vous Comment est voulez. le breton quand il est dans le 2e arrondissement ou quand même Oui, mais ou dans le cœur de qui est un Paris? arrondissement, pour le coup, vous avez raison, très minéral, mais pas vert, très très peu vert, très minéral, sans espace vert. Mais il suffit de descendre, de traverser le Palais Royal et d'aller marcher sur les quais de Seine. Et là, déjà, il y a l'eau, il y a la lumière, et pour peu que le temps soit un peu gris, il y a quelque chose parfois d'une lumière un peu mouillée. Et puis, vous savez, je redis d'ailleurs, et c'est finalement d'ailleurs le titre de la dernière partie de cette géographie de la mémoire, je joue sur ce proverbe, quand Paris disparaîtra, Is renaîtra. Donc pour moi, il y a une sorte d'oscillation entre ces deux pôles, à la fois effectivement la cité que l'on dit engloutie dans les eaux de la baie de Douarnenez et la ville capitale, qui sont un peu les deux pôles d'ailleurs qui encadrent mes géographies de la mémoire. Disons que dans l'immédiat, je préférerais que Paris quand même ne disparaisse pas Euh, et que cette magnifique ville 10 réapparaisse le plus tard possible. pour ne rien vous cacher, moi aussi. Merci infiniment, Philippe Le Guillou. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Géographie de la mémoire, publié donc aux éditions de Gallimard. Et alors, bien évidemment, je pourrais tout aussi, comme je le disais tout à l'heure, conseiller à ceux qui vous connaissent peut-être pas très bien ou qui ne vous connaissent pas, car ça arrive, eh bien, de reprendre un grand nombre de vos titres, puisque pratiquement toute votre œuvre est publiée en folio. Donc, et vous publiez chez Gallimard depuis le début, depuis les origines. Merci beaucoup. Merci à vous.